Cette vidéo est sponsorisée par ma propre entreprise. Découvrez Tellington, l'application de Superflame Studio qui vous permet d'écouter des fictions audio originales, pensées dès l'écriture pour être écoutées. Sur Tellington, vous retrouverez toutes les Superflame Stories et plus encore, avec des histoires qui n'ont jamais été diffusées sur YouTube. Les démons d'Hugo, qui racontent comment un jeune homme qui se met à entendre des voix se rend compte qu'il est l'hôte de 4 démons élémentaires. Un conte envoûtant, dans lequel vous croiserez Andrew Bennett. Talion l'exilé, qui est une parenthèse de la vie du propriétaire de porte sulfureux qui fut banni de son monde pour avoir commis de nombreux massacres. Toujours accompagné de son fidèle animal de compagnie Lumine, il accepte une mission dangereuse pour obtenir le pardon. La forêt sans fin. Une histoire aussi incroyable que dérangeante, dans laquelle un groupe d'adolescents se retrouve piégé dans une forêt peuplée de créatures magiques. Avec l'aide de la sorcière Nasméride, ils affronteront bien des dangers, dans l'espoir de trouver une sortie. Toutes ces histoires sont à retrouver dès maintenant dans Tellington. Les 3 premiers épisodes de chaque série sont gratuits. Vous pourrez également retrouver gratuitement l'intégralité des épisodes du calendrier de cette année, avec plusieurs heures d'avance sur les diffusions YouTube. Téléchargez dès maintenant Tellington. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour le monde des Gadia. Soyez les bienvenus dans le 12e chapitre de cette Superflame Story. La 5e porte, chapitre 12, 12 décembre. Abigail, l'ami du lettré Carmin qui gardait le phare de l'île aux âmes, était bougon. Il ne supportait pas qu'on le réveille en pleine nuit. « Franchement, Carmin, vous auriez pu attendre le matin pour venir me voir. »« Désolé, mon cher Abigail, mais ces messieurs sont pressés. » Et peut-on savoir ce qu'il est pressant? S'il y a bien des gens qui ne sont pas pressés, ce sont ceux qui vivent sur cette île maudite. Ces gens viennent voir tu sais qui. Je ne vois pas de qui tu parles, lança le gardien du phare d'une voix peu assurée. C'est moi qui te l'ai amené, pauvre andouille, s'exclama le lettré. Tu sais très bien de qui je parle. Sous le hamac du dormeur du phare se trouvait une petite trappe en bois. Oui, elle doit sans doute dormir alors qu'il est, hein. De qui est-ce que vous parlez? Demanda l'inspecteur Bloom, un poil agacé. Abigail prit une grande inspiration et sauta en dehors de son hamac. Il se pencha et frappa 2 coups secs sur la trappe. Un silence s'installa et on entendit 2 coups en réponse. Abigail ouvrit la trappe. Trouvait là une petite échelle en cordage qui permettait d'accéder à une toute petite pièce sombre. Carmin, Bloom, Tassier et Alias descendirent et Abigail referma la trappe derrière eux. La pièce était éclairée par une petite lanterne. Au sol se trouvait une grosse tortue qui dévisageait les visiteurs. « Par ici, Yolanda! Viens voir maman !» lança la voix d'une vieille femme qui était affalée dans un siège à bascule. Elle était blottie dans une couverture. « Bonsoir, Camélia. »« Tiens donc, Carmin, notre rendez-vous hebdomadaire est avancé ?» »« Pas vraiment, ma chère. Je suis désolé de venir te voir dans de pareilles conditions, mais ces messieurs ont besoin de ton aide. » La vieille femme dévisagea les 3 amis avec un regard dédaigneux. « Et en quoi pourrais-je bien aider ces gens ?»« Eh bien, c'est-à-dire qu'ils cherchent des gens comme toi. »« Attendez, cette vieille dame est une propriétaire de porte ?» s'enquit l'inspecteur Bloom. Camélia fronça les sourcils. « Comment ça, vieille dame? Surveillez votre langage, jeune Égadien. »« Nous ne sommes pas originaires des Gadia, » déclara Tassier. « C'est vrai, ce mensonge ?» demanda la vieille femme en relevant son sourcil droit. « Nous revenons de la terre, » répondit Alias. « Vous avez emprunté le passage qui se trouve à Marmottin ?» s'enquit Camélia. « Oui, » reprit Bloom. « D'ailleurs, nous connaissons 2 de vos semblables, Andrew Bennett et Talion. » Camélia afficha un visage surpris. « Pourquoi cherchez-vous des propriétaires de porte, messieurs ?»« Pour sauver notre village, » déclara Tassier. « Il s'y trouve une anomalie magique qui menace de tout détruire. On nous a parlé d'un sortilège qui nécessite l'intervention de 5 propriétaires de portes
et qui permettrait de contenir le phénomène. Camélia sembla intéressée par les propos du commissaire. Ce sortilège existe bel et bien, mais il y a des siècles qu'un pareil rituel n'a pas été exécuté. Est-ce que vous pouvez nous aider? Demanda l'inspecteur Bloom d'un ton suppliant. Je pourrais, oui, mais je dois d'abord savoir ce qui a créé cette anomalie et comment vous avez entendu parler de ce sortilège. Alias expliqua. On n'en est pas certain, mais il pourrait s'agir d'un certain Klaus Sattler. C'est un scientifique de notre monde. De ce que je sais, il a déjà conduit des expériences ayant abouti à ce genre de phénomène. Quel genre d'expérience? Il tentait de créer une porte. Camélia afficha un visage colérique. Eh bien, cet homme jouait à un jeu dangereux. Les portes sont les artefacts magiques les plus puissants qui existent. Imaginez le cataclysme qui résulterait d'une création mal contrôlée. Nous voulons à tout prix faire en sorte que cela n'arrive pas, répondit Acier. Et comment avez-vous entendu parler de l'ultime prison? L'ultime prison? Demanda Alias. C'est le nom du sortilège auquel vous faites référence. Klaus Sattler lui-même nous en a parlé. À l'origine, l'ultime prison servait à capturer de manière certaine de surpuissantes créatures magiques. Je ne suis pas sûr que l'on puisse détourner ce sort pour contenir une explosion. 5 des artefacts les plus puissants de l'univers, unis dans le but d'enfermer un mal qui menace de supprimer de nombreuses vies. Je veux y croire, lança l'inspecteur Bloom, en pensant à sa femme et ses enfants. Camélia bondit hors de son fauteuil. C'est une possibilité. D'autant qu'en prononçant les bonnes paroles en langue ancienne, on pourrait téléporter toute chose se trouvant au sein du dôme ainsi formé. Avec un peu de chance, nous pourrions envoyer l'anomalie dans un lieu désertique. Alors vous allez nous aider? Demanda Acier. Je vais essayer en tout cas, lança la vieille femme, un sourire en coin. Au petit matin, dans les plaines du Nord, Namesh Kerour s'affairait à équiper Nouk Nouk, son gruson, d'une carriole. Carriole que plusieurs villageois remplissaient de denrées qui seraient vendues dans les prochains jours au marché de la cité d'Isenak. On pourrait pas dormir encore un peu? Demanda le lieutenant Fonck, à peine réveillé. Nous avons 2 jours de trajet devant nous. Si nous voulons arriver à temps pour le marché, nous devons partir sous peu. Sur ces paroles, Tolkej, le frère de Namej, arriva avec un petit garçon. « Papa !» lança le jeune homme en courant dans la direction de Namesh Kerour. Erwan, comment vas-tu, mon fils? Je suis content de venir au marché avec toi. Lança le jeune homme qui avait la particularité d'être roux, contrairement à la totalité des habitants du village. La mère d'Erwan n'est pas originaire du clan, n'est-ce pas? Demanda Émilie Lorne à la vieille Andramège. Effectivement, c'est une femme de la ville qui a donné naissance à mon petit-fils. Visiblement, la vieille femme ne semblait pas très à l'aise avec le sujet. J'adore ce petit, mais la tradition des clans des plaines exige que la responsabilité soit transmise par les mères. Comme la mère du petit n'est pas du clan, Erwan ne sera jamais chef. Ainsi donc, les clans des plaines sont des sociétés matriarcales? Commenta Émilie, quelque peu amusée. C'est un peu plus compliqué que ça, mais oui, les femmes ont un rôle très important dans notre peuple et l'hérédité joue un rôle primordial. Certaines de mes sœurs des steppes sont très puissantes. Urumej Matria, qui dirige le clan des plaines de l'Est, est une archère redoutable. Seul le clan de l'Ouest est dirigé par un homme actuellement. Tout cela est captivant. Si nous nous revoyons un jour, jeune fille, je vous raconterai plus en détail notre histoire. Pour l'heure, vous avez une quête à accomplir. Lança la vieille chef de clan, tandis qu'Oswald débarquait à moitié nu sur la place du village. Qu'on lui donne une peau de bête! S'énerva Namesh Kerour en observant le vieillard dans le plus simple appareil sous les éclats de rire de tous les enfants. Ravioli Camélia avait raccompagné Carmin et ses 3 invités chez le lettré à l'aide de sa porte. Ils s'étaient installés dans un salon et réfléchissaient à un plan. « Si je comprends bien, lança Carmin, tu ne saurais localiser les dénommés Talion et Bennett ?» Non, avec la guerre qui fait rage, nous nous montrons très discrets. En revanche, je suis quasiment certaine que ce vieux bougre de Cornelius doit traîner quelque part à Isenak.
il s'est mis en tête d'aider l'Alliance autonome. Vous semblez perturbé à l'idée de le voir s'engager dans un conflit, commenta Alias. Nous, propriétaires de portes, ne sommes pas des soldats. Notre but est de récupérer et entreposer des livres magiques dans nos bibliothèques, pas d'aider tel ou tel camp. Je crois savoir que certains de vos semblables ont été enrôlés de force dans les armées de ce monde, commenta Tassier. À vrai dire, la plupart ont été faits prisonniers ou ont été tués après que les États-nations aient vidé leurs bibliothèques pour créer des unités de soldats maîtrisant la magie. Ils ne prennent que très rarement part au combat. Toute cette histoire n'est pas sans me rappeler certaines choses, déclara l'inspecteur Bloom en fixant Alias avec un regard noir. Ce dernier baissa la tête. Eh bien, reprit Tassier, Camélia, vous n'avez qu'à nous téléporter à Isénac. La vieille femme baissa la tête. Pourquoi croyez-vous que je croupis sur cette île? Bah quoi? Demanda l'inspecteur Bloom. Carmin expliqua. L'Empire a réussi l'exploit de provoquer une réinitialisation de toutes les portes du monde des Gadias. J'avoue ne pas comprendre, lança l'inspecteur. Quand le grand consul Richard de Rockwell s'est autoproclamé empereur, on a pu voir dans le ciel une sorte d'aurore boréale violette. Puis la nuit est tombée en plein jour. Un puissant sortilège avait été lancé par la garde occulte du nouvel empereur. Camélia compléta. À l'issue de cette nuit, plus aucun propriétaire de porte ne put se téléporter. Au début, nous avons cru que nos portes ne fonctionnaient plus. Elles avaient en réalité oublié les lieux où nous pouvions aller. Et comme vous pouvez vous rendre uniquement dans des lieux où vous êtes déjà allé, poursuivit Alias. Nous devons malheureusement tout réapprendre, répondit Camélia, désespérée. L'inspecteur Bloom tapa du poing sur la table. On ne peut pas rester là à se morfondre. Nous devons nous rendre dans cette fichue ville. Carmin reprit. Eh bien, une approche plus classique pourrait fonctionner. Il y a un bateau qui doit partir pour le continent dans moins d'1 heure. En tant que lettré, je peux voyager librement. Je n'ai qu'à produire de faux laissez-passer de l'Empire. Eh bien, dans ce cas, c'est décidé. Nous nous rendrons sur le continent, s'exclama Alias. Malgré les pitreries d'Oswald, la caravane de Namesh-Kerour était dans les temps. Voilà plusieurs heures que le petit groupe était en marche pour la cité-État d'Isénac. En traversant de nombreux bourgs, Émilie, Fonck et Oswald purent se rendre compte de l'étendue des dégâts de la guerre qui faisait rage. Des villages entiers avaient été réduits en cendres. Un peu partout, des cadavres, pendus à certains arbres, des corps sans vie, avec des pancartes « Traître à l'Empire ». « Quelle horreur !» s'exclama Émilie. Cette guerre fait de véritables ravages et détruit de nombreuses vies, expliqua Namesh. On ne risque rien en empruntant cette route, demanda Fonck, inquiet. Non, ne vous en faites pas. Les armées impériales ont été repoussées par l'Alliance autonome. Les soldats d'élite d'Isénac tiennent le front le long de la traverse, à plusieurs kilomètres à l'ouest. Le plus à craindre ici, ce sont les pillards. S'ils nous attaquent, je les terrasserai, s'exclama Erwan en déployant son arc. Je n'en doute pas, mon fils. Je n'en doute pas, répondit Namesh, amusé. Émilie reprit. Quelles sont les origines du conflit qui ravage ce monde? Elles sont multiples. Il y a plusieurs dizaines d'années, il y a eu un autre conflit. À l'époque, l'Empire n'existait pas. Le monde vivait dans un équilibre relatif, même s'il y avait parfois des tensions et des petites guerres entre les royaumes. En ce temps, la couronne de Contigny avait décidé de s'allier avec d'autres monarchies pour annexer tous les territoires autonomes du continent. Il faut savoir qu'à part une poignée d'États-nations, le continent est divisé en une multitude de tout petits villages, bourgs et cités-États. Des endroits faciles à annexer quand on a une grande armée. Mais c'était sans compter sur l'alliance entre Castelbrumis et Isénac, deux des plus grandes cités-États neutres. Les deux cités proclamèrent l'alliance autonome et mirent en place une coopération économique et militaire commune entre tous les petits territoires du continent. Non sans mal,
l'Alliance repoussa les différentes armées royales. Mais cette victoire provoqua un sentiment d'humiliation du côté des têtes couronnées. La couronne de Contigny, très affaiblie par la guerre, devint fragile. À la mort du roi Joffre de Contigny, le duc Richard de Rockwell, enfin manipulateur qu'il était, parvint à renverser le fils du roi par un habile jeu politique. Le prince Andreas fut contraint à l'exil et Rockwell proclama le consulat. Commença alors une politique de guerre, d'agression. Cette guerre est donc une sorte de revanche? demanda Émilie. En tout cas, elle utilise un esprit revanchard pour se justifier. Le pire, c'est que beaucoup de malheureux trouvent l'Empire séduisant. Richard de Rockwell est bien conseillé. Cette merde de Gruson conduit une politique de grands chantiers. Il fait sortir des villes de terre. Il crée des ponts, des routes, des hôpitaux et des écoles. Il a rapidement compris qu'il devait se faire aimer de son peuple pour rester en place. Il a créé autour de lui une sorte d'aristocratie militaire qui concentre tous les pouvoirs. Mais le confort de ces gens repose sur l'esclavage, le sang, les larmes et les massacres. Alors que la nuit commençait à tomber, le cortège de Namesh-Kirour fut dépassé par plusieurs centaines de personnes qui marchaient, tout comme eux, dans la direction d'Isennak. « Que se passe-t-il » demanda Namej à un jeune homme qui portait un uniforme rouge. « Bien le bonsoir, homme des plaines. Vous n'avez pas eu la nouvelle? Castelbrumis est tombé. Le gouverneur Hannibal Lazare a ordonné l'évacuation. Une immense flotte impériale est parvenue à briser le blocus de la République d'Atarion. Je suis le seul survivant d'un équipage de 250 hommes. » Puissent les esprits vous guider jusqu'à la cité lacustre. Merci, guerrier des steppes, lança le soldat. Qu'est-ce que la République fédérale d'Atarion? Demanda Émilie. La République des Trois Tiers, 3 puissantes îles réunies sous le même drapeau, suite à une guerre civile qui dura 3 ans. Au début du conflit, la République est restée neutre, mais ils ont rapidement déclaré la guerre à l'Empire quand Rockwell a commencé à couler leurs navires. Le président de leur république est le cousin du prince de Contigny. Eh ben, l'histoire de ce monde est fascinante, déclara Fonck. Bientôt, le petit groupe finit par arriver à l'endroit où les réfugiés de Castelbrumis avaient décidé de camper. Les hommes des plaines décidèrent de se joindre aux pauvres âmes le temps d'une nuit. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, Camélia, Bloom, Tassier, Alias et le lettré Carmin voguaient à pleine voile pour le continent sur un navire impérial qui faisait la navette 3 fois par semaine entre Port-Noble, le grand port de l'Empire, et la petite île aux âmes, au petit port de pêche.